Alors, donc on se retrouve aujourd'hui pour un commentaire de PDF sur la loi binomiale et les lois normales. Donc déjà, puisque les deux lois sont liées, je dois faire un rappel sur la loi binomiale que normalement nous avons étudié déjà il y a bien longtemps, vu que vous avez commencé à l'étudier en première. Et tout ce que je vais faire donc sur la loi binomiale dans un premier temps, ce sont des rappels, d'accord ? Donc, on appelle schéma de Bernoulli d'ordre n l'expérience consistant à répéter n fois de manière identique et indépendante la même épreuve de Bernoulli de paramètre P. Ça, c'est votre phrase clé que vous devez mettre lorsqu'on parle de loi binomiale. Bon. La loi binomiale de paramètres n et p est la loi de probabilité de la variable aléatoire x prenant comme valeur le nombre de succès s obtenus au cours des n épreuves de schéma de Bernoulli. Donc, généralement, quand on vous demande de calculer une probabilité liée à une loi binomiale, on vous demande la probabilité d'obtenir k succès parmi les n épreuves du schéma de Bernoulli. On dit aussi que la loi de probabilité de la variable aléatoire x suit la loi binomiale de paramètres n et p. Bon. Propriété, soit x une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p. Les valeurs de x sont 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, etc. jusqu'à n, et ce sont des valeurs uniquement entières pour la loi binomiale. Entière est strictement positive. Enfin, positive ou nulle, pardon. Pour tout cas appartenant à l'ensemble des valeurs prises par n, p de x égale k, c'est votre fameuse petite formule avec le nk qui représente, je vais prendre mes petites annotations, voilà. Le nk ici, je vais mettre une petite flèche, loupé. Le nk ici qui en fait est le nombre de chemins de l'arbre possible pour avoir k succès. Voilà. Donc ça, je ne sais pas si vous vous le rappelez, on avait vu un exemple avec quand il y avait, entre guillemets, pas beaucoup de possibilités, enfin de tirages en tout. Et donc, nk, c'est le nombre de chemins de l'arbre possible pour avoir k succès. Et après, vous aviez donc la probabilité du succès puissance k et la probabilité de l'échec puissance n-k. Donc, probabilité du succès puissance le nombre de succès et probabilité de l'échec puissance le nombre d'échecs. Si vous avez k succès parmi n tirages en tout, il y a n moins k échecs. Et c'est pour ça qu'ici, c'est puissance n-k. Remarque, donc cette chose-là, ça se lit k parmi n, d'accord? C'est une combinaison. Et vous ne l'appelez pas comme ça, mais c'est une combinaison. Et vous pouvez le calculer à la calculatrice, mais la calculatrice vous donne directement en fait le résultat, donc vous n'avez pas besoin de le calculer. Donc, propriété admise, soit x une variable aléatoire suivant la loi binomiale de paramètres n et p. Son espérance est e de x égale n fois p, donc ça c'est à connaître. Sa variance est v de x égale n fois p facteur de 1 moins p, ça aussi c'est à connaître. Et l'écart type étant la racine de la variance, c'est racine de np facteur de 1 moins p. Tout ça, c'est à apprendre par cœur. Vous n'avez pas le choix. Bon. Ensuite, on va voir donc les manipulations calculatrices. Donc, je vais baisser un tout petit peu. Voilà. Super. Donc, pour les Casio, donc j'ai mis les deux là. Pour les Casio, donc normalement, ça, vous le savez, on l'a déjà fait plein de fois. Donc, le menu Stat, Dist, Bin, et du coup, pour le calcul de P de X égale K, vous devez choisir BPD. Et du coup, vous remplissez ici dans l'ordre data X num trial P. Et du coup, dans les data, vous n'oubliez pas de mettre variable parce que si vous avez l'autre qui est je ne sais plus, et ben du coup, ça ne vous affiche pas les mêmes choses. Et là, pour retenir le sens, je vous rappelle le moyen mnémotechnique qu'on avait trouvé, canapé. Ah mais sauf que le I, il ne se fait pas, canape, voilà. Et parce que c'est K-N-P, l'ordre ici, la K-N-P, donc canapé, voilà. Et le calcul de P de X inférieur ou égal à K, il faut choisir BCD, puisque le C, voilà, le C,
il est pour cumulatif. Si vous voulez un moyen mnémotechnique pour retenir, le C, c'est pour cumulatif. Donc, ça veut dire que vous accumulez tous ceux qui sont avant K, et c'est pour ça que c'est BPCD et pas BPD. Et du coup, vous remplissez très exactement les mêmes choses, et ensuite, vous exécutez en appuyant sur calque et tout. Pour les TI, vous avez donc seconde distre, et donc après, ça vous affiche normalement donc binôme PDF ou binôme FDP selon si vous avez la version française ou la version anglaise. Et donc ensuite, alors là par contre j'ai mis, parce que c'était à l'époque où il n'y avait pas encore les TI blanches. Normalement les TI blanches, elles vous affichent aussi quelque chose dans ce goût-là. Et votre moyen mnémotechnique, c'est noix de pécan. Noix de pécan, pourquoi? Parce que c'est NPK, noix de pécan. Voilà. Et donc, du coup, si vous avez une TI plus récente, vous avez un truc dans ce goût-là, sauf que l'ordre n'est pas le même, c'est NPK, et donc c'est noix de pécan. Et donc ici, si vous le tapez avec binôme FDP ou binôme PDF, et du coup, ça vous affiche binôme PDF parenthèse, et bien vous le rentrez très exactement dans le même ordre, NPK, noix de pécan, donc NPK, en séparant bien avec des virgules, la virgule qui est au-dessus du 7. Voilà. Et pour le calcul de P de X inférieur ou égal à K, c'est binôme CDF, donc toujours le C de cumulatif. Hein. Ici, le même. Je vais remettre une petite flèche. Tac, 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 tac. Youp. Voilà. Ou le binôme FREP. Alors là, maintenant, des pas de moyens mnémotechniques, binôme FREP, parce que c'est le deuxième, parce que c'est l'autre, parce que vous en avez que deux et que c'est comme ça, voilà. Et du coup, c'est le même ordre, c'est NPK, donc noix de pécan, toujours. Voilà. Donc ici, je mets des petits fuites. Voilà, moyen mnémotechnique pour retenir l'ordre selon si c'est une quasi-unité. Bon. Voilà, donc du coup, maintenant que le rappel sur la loi binomiale est fait, nous allons passer à la loi normale. Alors, on va commencer par la loi normale centrée réduite. Donc, paniquez pas, le début, ça ne va pas être trop compréhensible, mais vous allez voir que c'est parce que, comme d'habitude, en fait, les définitions à proprement parler ne sont pas très explicites, on va dire, et du coup, après, ça va largement bien se faire, surtout que le calcul se fait tout comme la loi binomiale à la calculatrice, donc ne vous inquiétez pas. Bon. Donc la loi normale centrée réduite, puisque c'est une loi normale qui commence par un n, ben, du coup c'est la loi normale qui est notée n01, elle est centrée et réduite, alors c'est le 0 et le 1 en fait qui donnent le centré et réduit. 0 c'est pour le centré et le 1 c'est pour le réduit, d'accord? Donc ce sera toujours n01, de toute façon vous n'en aurez que deux, c'est-à-dire le cas général que vous verrez après et le cas centré réduit qui est n01, donc voilà, vous n'en avez que deux. Donc, on commence par le théorème de Moivre-Laplace. Donc, c'est un théorème admis qui vous dit que pour tout nombre réel, pour tout nombre entier, je commence bien naturel n, x, indice n est une variable aléatoire qui suit une loi binomiale de paramètres n et p. Donc, xn, il suit la loi b, n, p. Voilà. Donc, on pose, donc si vous faites xn moins, alors ça, je vous rappelle que c'est l'espérance de xn. D'accord. Donc, pourquoi je vous fais ce truc et que je vais vous envoyer le PDF? C'est pour que vous puissiez ajouter, vous aussi, les petites annotations que je suis en train de faire pour que ce soit un petit peu plus compréhensible. Voilà. Et du coup, là, on a dit que c'était l'écart type de, de xn. Voilà. Donc, si vous faites xn moins l'espérance divisé par sigma, je le mets comme ça, hein, x moins mu l'espérance divisé par sigma, d'accord? C'est cette, essayez de le mettre dans un coin de votre tête, vous voyez, on le refera tout à l'heure, mais voilà. Donc, si vous faites ça, x moins l'espérance divisé par sigma, du coup, vous obtenez une nouvelle variable aléatoire qui est zn, et du coup, zn est appelée variable centrée réduite associée à x, d'accord? Retenez ça dans un coin de votre tête. Alors, pour tout réel a et b tel que a inférieur à b, le nombre
Alors, du coup, si vous voulez calculer la probabilité que Zn y soit compris entre A et B, ça se calcule, ça tend vers, voilà, avec l'intégrale de A à B de 1 sur racine de 2pi exponentielle de moins x carré sur 2 dx. Et là, vous vous dites, ce truc-là, il sort d'où? Voilà. Vous inquiétez pas, tout va bien se passer. Pour l'instant, ça, pour ceux qui se demandent s'ils doivent l'apprendre par cœur, de préférence, mais vous allez voir que c'est plutôt avec ce qui va se passer après. D'accord? Donc, je baisse un petit peu. Voilà. Voilà. Remarque, on va donc pouvoir donner une approximation d'une probabilité d'une variable aléatoire suivant la loi binomiale par un calcul d'intégrale. Donc ici, je m'arrête, juste je vous explique le principe. Vous voyez, votre loi binomiale, elle est définie que pour des valeurs entières, votre loi binomiale, d'accord? Donc votre loi binomiale, c'est, si je fais des traits comme ça, vous voyez? Bon, voilà. Le problème, c'est que comme elle est valable que pour des valeurs ponctuelles, on va dire, de ça, ben, du coup, le principe, c'est de pouvoir l'approximer pour que ça fasse une courbe et non pas un ensemble de traits, comme ça. C'est pour ça qu'il y a la loi normale, d'accord? C'est un lien de corrélation cause à effet. Donc du coup, si vous faites donc l'intégrale en dessous une certaine courbe, et ben, vous aurez une approximation de la loi, enfin de la proba de la variable aléatoire. On dit qu'on passe alors d'une loi discrète, donc une loi discrète, c'est les lois en bâton. Je vous rappelle que les lois discrètes, ça vous avez vu ça quand vous avez fait toutes les stats au tout début, que tout ce qui est discret, c'est, vous savez, un nombre arrêté en fait de choses, et puis les lois continues, c'est quand c'est dans un intervalle. D'accord? Donc définition, on appelle fonction de Laplace-Gauss la fonction phi définie par, et donc ça c'est notre fameuse fonction qu'on avait là. D'accord? Cette fonction, c'est mieux de l'apprendre par cœur parce que des fois, on l'a demandé, tout simplement. Après, vous n'avez pas à savoir forcément comment elle fonctionne et comment elle s'intègre et tout ça, parce que vous ne pouvez pas trouver de primitive à cette fonction phi. Hein. Donc, ne vous formalisez pas, il faut juste l'apprendre par cœur. Hein. Sa courbe représentative est donnée sur la figure 2 qu'on appelle courbe de Gauss, ou courbe en cloche. Alors, du coup, je baisse. Voilà. Donc ça, c'est notre fameuse courbe de Gauss. Alors ça, vous allez en tracer des paquets des courbes de Gauss, d'accord? Il faut juste retenir que c'est une cloche, d'accord? Et qui est symétrique par rapport à un axe. Donc en l'occurrence, puisqu'on est avec la loi N01, voilà, elle sera symétrique par rapport au premier... Enfin, tout le temps, votre courbe de Gauss, elle sera symétrique par rapport à x égale le premier chiffre là. Si c'est n 25, 42, et ben du coup, ce sera symétrique par rapport à x égale 42, le trait vertical x égale 42. Donc là, comme on est avec la loi N01, du coup, c'est symétrique par rapport à cette droite-là que je vais faire en bleu. Voilà. Voire même, j'aurais pu la faire plus grosse, mais tant pis. Alors, du coup, ça. Donc ça, c'est votre courbe de gauche, qui est une courbe en cloche qui est symétrique par rapport à l'axe vertical. Le point A a pour coordonnées 0, 1 sur racine de 2pi, parce que vous calculez l'image de 0, et que ici, exponentielle de 0, ça fait 1, et que du coup, le résultat se fait 1 sur racine de 2pi. Ça, c'est pas très, très important de le savoir. Voilà. Ce qui est d'autant plus important, par contre, c'est que la limite en moins l'infini et en plus l'infini, ça fait 0. Vous voyez, ici, ici, les deux limites, c'est 0, ça ne passera pas en dessous de l'axe des abscisses. Bon. Après, c'est ce que j'ai dit, la courbe représentant f est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et au cas où vous ne vous rappelez pas, quand on dit qu'une courbe est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire que c'est une fonction paire. Et bon, ça c'était juste pour le fun. On admettra que l'aire totale sous la courbe en cloche est égale à 1. Oh, pourquoi doit-on avoir une aire sous la courbe est égale à 1? Simplement parce que ça va être une densité de probabilité. Vous vous rappelez? Fonction phi est une densité de probabilité. Vous vous rappelez? Je vous avais dit dans le chapitre qu'on avait fait sur les lois discrètes, les lois continues, que l'intégrale sous la courbe devait être égale à 1, puisque c'est comme acter le fait que la somme de toutes vos probas fait 1. D'accord? Bon.
Donc, vous avez votre courbe de Gauss qu'on appelle phi et qui est donc en cloche et qui va représenter votre densité de probabilité. C'est tout ce que vous deviez savoir, a priori. Hop. Donc, on dit qu'une variable aléatoire z sur R suit la loi normale centrée réduite, donc N0, 1. Voilà, normale centrée réduite. D'accord, ça se note N0, 1. C'est comme ça qu'elle se note. J'ai dû le remettre après, mais on ne sait jamais. Si la probabilité que Z soit compris entre A et B est l'aire du domaine sous la courbe en cloche entre les droites d'équation x égale A et x égale B, on a donc P de A appartenant à Z, P de Z pardon, appartenant à A, B, l'intégrale de A à B de phi de T dt. Et ça, c'est un petit peu ce qu'on avait fait aussi pour la loi Expo. D'accord? C'était l'intégrale de A à B de votre fonction de densité. Là, c'est pareil, c'est l'intégrale de A à B de votre fonction de densité. Encore une fois, ne balisez pas trop. Vous n'aurez pas à calculer l'intégrale à la main, vu que vous n'avez pas de primitive de la fonction phi. Donc, paniquez pas, c'est juste du cours, là, d'accord? Remarque, 1. Cela signifie que la variable aléatoire admet la fonction phi comme fonction de densité. C'est ce que je viens de dire. On a donc P de Z égale A égale 0. Donc ça, c'était pareil que pour les lois uniformes et expo. C'est votre propriété qui vous dit que quand vous vous arrêtez sur un chiffre précis, la probabilité, ce sera 0. Voilà, rien de nouveau sous le soleil. Et là, celle-là aussi, c'était une des propriétés un peu, enfin pas fondamentale, mais bon, principale, c'est que peu importe si c'est inférieur strict, inférieur ou égal, les deux inférieurs ou égal ou les deux stricts, c'est strictement la même chose puisque P de Z égale à ça fait 0, donc du coup que ce soit inférieur ou égal ou inférieur strict, c'est la même chose. Bon. Comme la courbe de Gauss est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, et là j'ai mis que c'était la propriété 2 étoiles, 2 étoiles, vous savez quoi, je vais la surligner en violet, parce que j'aime bien le violet. Là, je la surligne en violet comme ça. Là, ça se voit pas trop, mais bon, on va faire avec. Du coup, pourquoi je la surligne et que je dis que c'est plus ou moins important? C'est parce que ça, vous allez la réutiliser après, et c'est une propriété qui est propre à la fonction, enfin la courbe de Gauss. D'accord? C'est que puisque votre fonction, elle est symétrique par rapport à x égale 0. Waouh, c'était une super symétrie ce truc, n'importe quoi. Je vais essayer de faire ça mieux. Voilà. Voilà. Ça, c'est x égale 0. D'accord? C'est l'axe vertical, l'axe des ordonnées. Donc, si votre courbe elle est symétrique par rapport à l'axe des ordonnées, ça veut dire que l'intégrale ici, là, d'accord, qui est P de Z plus petit que 0, ça va être strictement la même chose que l'air ici, d'accord, et qui est P de Z supérieur à 0. D'accord? C'est la même chose, puisque c'est symétrique par rapport à l'axe vertical. D'accord? Et la somme des deux faisant 1, puisque c'est une densité de probabilité, ça veut dire que l'air en bleu, c'est 0,5 et que l'air en vert, c'est 0,5 aussi. D'accord? La symétrie par rapport à l'axe vertical et le fait que ce soit donc 0,5 de chaque côté, ça, on va l'utiliser après beaucoup, donc il faut absolument le retenir. C'est pour ça que je l'ai nommé propriété étoile-étoile. Alors, il y en a qui vont me dire pourquoi la propriété une seule étoile, elle n'existe pas. Parce que, voilà. Du coup, soit Z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite N01. Voilà. L'espérance mathématique de Z, le nombre E de Z défini par E de Z égale donc l'intégrale de moins l'infini à 1 à plus l'infini de x phi de x dx. Donc ça, pareil, c'était déjà dans votre PDF de loi uniforme / exponentielle. Donc rien de nouveau. Et rien de nouveau comme quoi vous allez comment dire, vous n'allez pas devoir la calculer. Vous allez pouvoir la calculer, pardon. La variance de Z est le nombre V de Z défini par V de Z égale, donc ça c'était pareil, c'était la formule que j'avais donnée dans tout ce qui était loi, etc., où M égale l'expérience de Z. Donc c'est exactement le même calcul et l'écart type, la racine de la variance, rien de nouveau. Donc ça, on ne vous demande pas... C'est vrai que l'espérance, on ne vous la demande pas trop, mais en fait, le X devant va vous permettre d'avoir quelque chose de la forme U' E de U,
Et du coup, vous allez peut-être pouvoir la calculer à la main, mais je ne suis pas sûre qu'on vous la demande encore. Je vais voir. Bon, je baisse. Donc, soit z une variable aléatoire suivant la loi normale centrée réduite, alors e de z égale 0 et v de z égale 1. Donc, en fait, c'est pour ça qu'on appelle la loi N01. D'accord ? N01. Voilà. Ça, c'est l'espérance. Voilà. Et ça, eh ben, c'est la racine, enfin, c'est la variance. Voilà. Espérance, variance. Et ce sera tout le temps comme ça. Bon. Du coup, concrètement, l'intégrale de la fonction de Laplace-Gauss ne vous sera pas demandée à la main. C'est ce que j'ai dit. Pour calculer alors les probabilités lorsque x suit une loi normale centrée réduite, vous n'utiliserez que deux choses. Premièrement, l'allure de la courbe et la propriété étoile-étoile. Donc, en gros, il y a des cas où, en utilisant juste la courbe et la propriété qui dit que des deux côtés, bah, c'est 0,5, vous pourrez peut-être, sans faire aucun calcul, calculer une partie. D'accord ? Par exemple, un exemple. Si je vous dis que P de x, donc ma x qui suit la loi normale centrée réduite. Hein. Si je vous dis que P de x supérieur ou égal à 1, c'est 0,4, par exemple, vous savez que le truc en entier, là, vous savez que le truc en entier là, c'est 0,5. D'accord ? Et on vient de vous dire que ce que j'ai assuré en rouge, c'est 0,4. Donc ça veut dire que P de x compris entre 0 et 1, bah, c'est 0,1. Et je n'ai fait aucun calcul. Bon, là, j'ai grossi un petit peu le truc, mais c'est exactement pareil, c'est qu'une question de logique. D'accord ? Voilà. Ou alors, votre calculatrice dont la manipulation est la même que pour la loi normale ci-après. Donc, j'ai mis qu'une seule fois la manipulation calculatrice. Pour la loi normale, c'est exactement la même, sauf que pour la loi normale centrée réduite, vous allez rentrer 0,1, et pour la loi normale classique, vous allez rentrer autre chose. Vous voyez ? Mais ce n'est pas différent. La calculatrice vous permettra de calculer toutes les probabilités désirées. Cependant, il existe certaines questions où l'on vous donne la valeur de la probabilité et on vous demande d'en déduire l'intervalle auquel il appartient. D'accord ? Ça veut dire qu'il y a des fois où on vous donne la proba et on vous dit bah, ça va de où à où. Donc difficile. Donc tout d'abord une propriété. Propriété, soit z une variable aléatoire suivant la loi N01, soit alpha un nombre réel tel que 0 égale alpha 1. Bon, il existe un unique nombre strictement positif U indice alpha tel que P de Z compris entre moins U alpha et U alpha égale 1 moins alpha. En gros, lorsque je vous dis ma proba ici, elle vaut, je ne sais pas moi, 0,1, voilà. Et ben, il n'existe qu'une seule valeur, telle que ça fasse 0,1. D'accord ? Du coup, cette propriété signifie qu'il existe un unique intervalle autour de 0 noté U alpha alpha, tel que la probabilité que Z appartienne à cet intervalle est 1 moins alpha, qui sera pour vous un nombre donné. D'accord ? Donc, en gros, quand on vous donne la valeur de la proba, mais pas l'intervalle dans lequel vous calculez, pas de panique, la calculatrice calculera tout pour vous grâce à la fonction inv-norme ou frac normal, selon si c'est TI ou Casio. Alors après, je ne sais plus trop si lequel est TI, lequel est Casio. Donc inv-norme ou frac normal. Et c'est expliqué dans la loi normale ci-après, puisque pour la loi normale N01, c'est un petit peu particulier. Donc, je vous explique tout dans le cas général. Pour l'instant, vous voyez que vous n'avez quasiment rien à faire, rien à calculer, puisque je vous ai dit qu'il n'y avait que la manipulation calculatrice pour vous faire. C'est juste que tout ce que vous avez enregistré, entre guillemets, pour la loi N01, ça va être valable pour la loi classique
avec une petite particularité. Je m'explique. Alors, on dit que la variable aléatoire x suit la loi normale n mu sigma carré. Si la variable aléatoire x moins mu sur sigma, celui-là on l'a déjà vu avant, suit la loi normale centrée réduite n0,1. Donc, je fais un petit retour en arrière. Tout au début, vous vous rappelez, c'était ici. Ouais, je suis allée un petit peu trop loin. C'était ici. Je vous avais dit que si vous faisiez x moins l'espérance sur sigma, du coup, c'était appelé variable centrée réduite. Oh, ça alors, ça veut dire que quand vous avez une loi normale classique, d'accord, et ben, si vous faites la loi normale classique moins mu divisé par sigma, vous aurez la loi normale n01 que vous savez très bien calculer. D'accord? Donc, a priori, pas de souci. Donc, ça, c'est important. Pareil, c'est toujours un... Ça, comment je peux expliquer ça? Ça, ce n'est pas important pour calculer les valeurs des probas de la loi normale, etc. Mais ça va vous servir au moment où je vous dirais, ben, cette fois-ci, je vous donne les probas, mais je ne vous donne pas mu. Ou alors, je vous donne les probas et je ne vous donne pas sigma. Et vous allez devoir retrouver mu et sigma. Donc ça, c'est important, mais après, pour la fin. Bon. Du coup, on peut montrer dans ce cas que la loi de densité donnée par la fonction suivante, alors ça, je vous le donne, hein, mais clairement, je ne vous demanderai pas de l'apprendre par cœur, d'accord? C'est très moche. On est d'accord, hein, c'est moche. Oui. Donc, je ne vous demanderai pas de l'apprendre par cœur. On a tracé la courbe représentative de cette fonction. Cette courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu. Donc là, on a toujours pareil que tout à l'heure. Hein, je remets les petites annotations. Ça, c'est l'espérance. Et ça, c'est la variance. Toujours pareil que tout à l'heure. On a tracé la courbe représentative de cette fonction. Cette courbe est symétrique par rapport à la droite d'équation x égale mu. Donc, tout à l'heure, c'était n01 et je vous ai dit que c'était symétrique par rapport à x égale le premier chiffre. Et bien là, je ne vous ai pas menti. C'est symétrique par rapport à x égale mu. Ça veut dire que votre courbe en cloche, c'est toujours une courbe en cloche qui est toujours au-dessus de 0, qui a toujours ces deux limites ici égales à 0, il n'y a pas de rien de nouveau, qui a toujours une intégrale sur moins l'infini plus l'infini égale à 1, ça n'a pas changé, c'est juste qu'elle est décalée. C'est quasiment la même courbe de Gauss, d'accord ? Celle-là, la particularité, c'est qu'elle est entre guillemets bombée, bien bombée, et qu'elle est symétrique par rapport à x égale 0. Et la loi, le cas général, entre guillemets, c'est qu'elle est un petit peu plus aplatie à cause du sigma carré, là, qui n'est pas 1, voilà, qui va être un peu plus petit, a priori. Et le fait qu'elle est décalée vers la droite ou vers la gauche, c'est à cause de l'espérance, du mu, et elle va être symétrique par rapport à cette droite verticale x égale mu. Voilà, donc ça c'est pour la loi, classique. D'accord ? Petite remarque, de la même manière que pour la loi normale centrée réduite, on a P de x supérieur ou égal à mu égale P de x inférieur ou égal à mu égale 0,5. Propriété, vous vous rappelez que j'avais surligné en violet. Et qui vous dit que, du coup, puisque l'intégrale en entier est égale à 1, ça veut dire que les deux intégrales ici sont égales et qu'elles sont toutes les deux égales à 0,5. Voilà, 0,5 et 0,5, parce que l'intégrale en entier fait 1 et que c'est symétrique, donc les deux sont égales au même. Bon, toujours votre propriété étoile-étoile. Propriété admise. Soit x, une variable aléatoire suivant la loi normale n mu sigma carré, alors l'exponentielle de x est égale à mu, donc c'est ce que je vous ai dit, hein, ça c'est l'espérance. La variance est égale à sigma carré, donc là je vous l'ai dit, hein, c'est espérance-variance dans votre loi normale. Et bien évidemment, du coup, puisque l'écart type, c'est la racine de la variance, du coup l'écart type, c'est sigma. Sigma égale sigma, voilà.
Alors, quelques probabilités un peu particulières à connaître. Alors, ça, c'est piège aussi, entre guillemets, parce qu'on considère que vous devez toutes les trois les connaître par cœur. Et d'ailleurs, je me demande si je n'avais pas une faute là. Bon, je revérifierai. Donc ici, c'est les trois propriétés à apprendre par cœur. Là, là. Si je mets ça, je vais laisser comme ça. Donc, probabilité que x soit compris entre mu moins sigma et mu plus sigma, c'est 0,68. Probabilité que x soit compris entre mu moins 2 sigma et mu plus 2 sigma, c'est ça. Et avec 3 sigma, c'est ça. Et ça, c'est trois probabilités qu'on veut vous faire apprendre par cœur, parce que si jamais je vous dis que j'ai une loi I, une variable aléatoire x qui suit la loi normale n 4 sigma carré, bon, et je vous dis que P de 4 moins je sais pas quoi, x inférieur à P 4 plus bidule, ça fait 0,683. Ben, du coup, vous saurez que le bidule en question, c'est sigma, et du coup, vous pourrez trouver le sigma du sigma carré. Ça, vous inquiétez pas, on fera des exemples. Essayez juste de mettre dans un coin de votre tête qu'il y a trois probabilités à retenir, voilà, et quand on en aura besoin, bah, au pire, on regardera notre cours. Bon. Je baisse. Donc, comment calcule-t-on l'approba à la calculatrice? Alors, on se concentre. Donc, pour les Casio, pour calculer la probabilité que ce soit compris entre A et B, dans le menu Options, donc je vais prendre la calculatrice, je vais le faire en même temps. Vous entendez mes calculatrices peut-être. Donc, dans le menu, vous allez dans... pardon, je vous ai mis le menu Options. Il me semble que vous pouvez aller dans le menu Stats. Alors, comme vous voyez, l'écran a changé. J'ai modifié 2-3 trucs parce que ça ne me plaisait pas. Ce n'était pas le moyen le plus facile de l'obtenir. Il y a juste pour les TI, je n'ai pas pu modifier parce qu'il me semble que c'est le plus simple. Après, il faudra que je regarde avec une TI, mais je n'en ai pas. Voilà. Du coup, ici, vous allez, pour calculer une loi normale, enfin pour calculer la probabilité que le variable aléatoire suivant la loi normale appartienne à A et B, vous allez dans le menu Stats, vous allez ensuite dans le menu Dist, dans le menu Normes, et vous cliquez sur NCD. Le menu NPD, vous le laissez tomber, vous ne vous en servirez pas. D'accord? Fit. Donc NCD. Quand vous appuyez sur NCD, vous devez mettre déjà les datas en variable. D'accord? Et donc, pour lower, upper, sigma et mu, donc déjà, si x suit la loi normale, par exemple, je ne sais pas moi, 4, 0,2. Voilà. J'ai mis au pif. Hein. Voilà. Donc, du coup, ça veut dire qu'en lower, vous mettez la valeur de A. En upper, vous mettez la valeur de B. En sigma, vous mettez la valeur 4. Pardon, en mu, vous mettez la valeur 4. Ça y est, je me suis déjà courée. Tac, 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 tac. Bêtise. Et donc, en sigma, vous mettez la valeur 0,2. Voilà. Et vous appuyez sur Entrée et ça vous calcule votre proba. D'accord? Donc, tout simple. Ce sera tout le temps comme ça. D'accord? Remarque, pour calculer P de x strictement inférieur à B, on pourra rentrer sur la calculatrice une valeur inférieure extrêmement petite comme moins 10 puissance 99, idem pour P de A. P de A, alors je voulais dire P de x plus grand que A, pardon, avec une valeur extrêmement grande, avec valeur extrêmement grande, comme 10 puissance 99. D'accord? Donc, si par exemple en lower, je mets 4 et qu'en upper, je mets 10 puissance 99, bon, a priori, ça vous calculera P de x supérieur à 4. Vous voyez, parce que vous avez mis une valeur extrêmement grande. Donc après, il y a certaines fois où ça va vous faire un maj norme, quelque chose comme ça. Essayez de mettre un grand chiffre un petit peu moins grand. Voilà, on verra si ça marche. Bon. Pour trouver le x,
tel que P de X inférieur ou égal à X égale B, où B, je vous le donne. D'accord? Par exemple, si je vous dis B, c'est 4. Non, bah non, c'est une proba, je suis bête. B, c'est 0,03, par exemple. D'accord? Donc, en gros, si je veux ça, par exemple, d'accord, c'est-à-dire si je veux trouver ce qu'il y a dans la parenthèse ici. Alors, vous allez déjà aller dans le menu Stat et vous faites dist, norme et inv norme. Alors, c'est là que ça va se compliquer. Donc, data toujours variable. Et là, vous avez, donc une nouveauté sur les calculatrices en plus, c'est que vous avez la tail. Tail, c'est ce que vous voulez calculer. Est-ce que c'est right, left ou center? D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire, là, vous avez votre courbe. Ici, vous avez mu. D'accord? Et du coup, on vous dit que l'air pour x plus petit que x, c'est 0,03. Donc, on vous dit que, voilà, ça là, c'est pas ça que je voulais faire, c'est pas grave. On vous dit que, voilà, il y a un certain x qui est ici, tel que la probabilité que x soit inférieur à cette valeur, c'est-à-dire tout ça, voilà, x que vous ne connaissez pas, on vous dit que ça, là, c'est 0,03. D'accord? Donc, du coup, si c'est comme ça, là, je sais que ma partie gauche, à gauche de x, d'accord, elle vaut 0,03. Voilà, et bon, après, là, je rentre mu et sigma comme c'est donné dans l'énoncé. Et du coup, ça va me donner le x. D'accord? Donc, normalement, je vais vous faire des exemples avec left. Bon, je vous donnerai, normalement, c'est ça. Donc, je vous donnerai des exemples, mais du coup, si jamais je vous demande, je vais faire une autre couleur. Si jamais je vous demande, du coup, P de X, enfin, je vous demande de trouver petit x, d'accord, je ne sais pas où, tel que P de X plus grand que X, ça fait 0,2. Voilà. Donc, je sais qu'ici, il existe un X tel que toute cette partie-là, ça fait 0,2. D'accord? Donc, ça veut dire qu'ici, vous allez utiliser le right, puisque c'est la partie à droite de votre X qui vaut 0,2. Et là, je mettrai donc 0,2. D'accord? Et juste un petit dernier exemple pour le truc. Donc, j'ai pris violet, rouge foncé. Voilà. Rouge foncé, ça fait ça. Bon, donc, et si je vous demande le X tel que, alors par contre, ça doit être symétrique hein, si c'est center du coup. Si je vous dis donc moins B, moins X, ouais, pardon, si je mets, je sais pas. Donc si je mets moins X, X, X égale, je sais pas moi, 0,07. Voilà. Et bien du coup, vous savez que dans l'intervalle moins xx autour de mu, bien évidemment, tac, ça va faire, enfin, ça va être toujours autour de mu, hein, cette histoire. Hein. Donc ça va être 0,07. Et vous allez donc utiliser le center avec 0,07. D'accord. Alors, il y a quand même une toute petite particularité là avec le inv norme, c'est que a priori, là, vous ne pouvez utiliser le inv norme qu'avec la loi centrée réduite, ce qui fait qu'il faut centrer réduire la loi. Alors, cette démonstration, je devais la faire en cours. Comment je vais faire ça? Je vous la ferai une autre fois, cette démo-là. La démo du inv norme, là, je la ferai quand on fera un exercice dessus. Pour l'instant, on va s'intéresser surtout à la loi normale centrée réduite. On va essayer de la manipuler un petit peu. Et une fois que vous serez un peu plus à l'aise avec les calculs de proba avec la loi normale, je vous ferai la démonstration parce que pour l'inv norme, effectivement, j'avais oublié ce détail. C'est que l'inv norme ne va marcher qu'avec la loi normale centrée réduite. Donc, si vous n'avez pas une loi normale centrée réduite,
il va falloir la centrer, réduire, entre guillemets, la centrer et la réduire. Et comment on centre et on réduit une variable? C'était marqué là, on fait x moins mu sur sigma. Donc tout ça, je vous explique. Voilà, je vous expliquerai tout ça une fois qu'on aura terminé de faire les applications directes de la loi normale centrée réduite. Je vous invite à lire, pour ceux qui ont des TI, donc c'est exactement le même principe que là, hein, c'est-à-dire que vous devez juste aller dans distrib, donc toujours avec seconde, var et distrib, et normalement c'est exactement la même chose, vous avez une borne sup, une borne inf, etc. Bon, je ne sais pas trop comment c'est noté en français ou quoi, sur les nouvelles TI. Donc le lien, donc ça c'est une toute petite partie juste, il y a des liens qui se tissent à travers ce chapitre, notamment pour la loi normale centrée réduite, à l'aide de la calculatrice, on a P2 moins 1,96 Z 1,96 égale 0,95. 1,96, 0,95, 95%, 1,96, 95%. Oh my god, c'est comme dans l'échantillonnage et l'intervalle de fluctuation. Quelle surprise. Voilà. Du coup, en fait, votre 1,96 dans votre intervalle de fluctuation asymptotique au seuil des 95%, c'est 1,96 parce que la probabilité que Z appartienne à moins 1,96 et 1,96, c'est 95%. Donc, du coup, ça veut dire que, bon, alors, ça tombe pas vraiment, mais on va le faire quand même. Ça veut dire que je peux vous demander de calculer un intervalle de fluctuation asymptotique au seuil de 96% par exemple, et vous allez simplement devoir trouver, grâce à l'inv norme de la loi normale, la valeur qui est là et qui n'est donc plus 1,96, et c'est la valeur que vous allez devoir utiliser dans votre intervalle pour calculer l'intervalle. D'accord? D'ailleurs, lorsque les conditions d'échantillonnage sont remplies, tout ça, on pourra cocher la loi binomiale à la loi normale. Ça, c'était ce que j'avais dit au début. Voilà, bon, c'est déjà une grosse partie. Je pense que déjà, une fois que vous aurez digéré tout ça, ça sera déjà, voilà. Ça peut ne pas vous paraître clair du tout pour le moment, mais vous inquiétez pas, on va y aller vraiment pas à pas avec des exercices de base. Il faut juste que vous ayez compris. Alors, ce qu'il faut absolument retenir de ce chapitre. Attendez, je vais enlever mes petites machines. Ce qu'il faut absolument retenir de ce chapitre. Je remonte au début. Donc, il faut retenir la courbe de Gauss. Je fais une grosse croix rouge. Là, il faut retenir la courbe de Gauss. Comment elle fonctionne? Savoir que c'est 0,5 de chaque côté, qu'elle est symétrique par rapport à x égale 0. Il faut retenir la propriété alpha-alpha, qui dit que donc, de chaque côté, c'est 0,5. Il faut retenir ces trois probas-là. Il faut retenir la manipulation calculatrice. Et on devrait pouvoir se débrouiller avec ça. Bon. Il manque du coup la démonstration avec l'inv norme, mais ça, on pourra le faire bien après. Voilà. Donc, ça, c'est un vrai plaisir de le faire à distance, ce chapitre. C'est incroyable. Bon. Donc, du coup, ne vous formalisez pas si vous n'avez pas tout compris du premier coup. On reverra ça tranquillement en faisant des exercices et en allant très lentement. Par ailleurs, je vous conseille quand même d'imprimer le PDF et de remplir un petit peu tout ce que j'avais mis comme annotation. Et ce sera déjà bien. Voilà, je vous souhaite bon courage et je vous dis à très vite.